Et salut à toi les internets, je suis Denis Verloès et voici l'actualité tech et mobile de ce 30 novembre. Et on commence tout de suite avec la première info du jour, celle de Elon Musk qui, dans un sondage publié sur son compte Twitter, a récemment demandé l'avis de ses utilisateurs quant à savoir s'ils devaient réintégrer ou non des comptes suspendus par la plateforme précédemment. En 24 heures, Musk a obtenu plus de 3 millions de réponses et plus de 70% de réponses favorables. C'est donc admis, en s'en tapant sévère des éventuels biais qui proviendraient de sa méthode de sondage et de ses fans absolus qui votent à tout ce qu'il dit. Twitter va réautoriser des comptes déclassés précédemment par la plateforme dès lors, dit-il, qu'ils n'ont pas enfreint la loi ou qu'ils ne sont pas reconnus comme étant des spammers massifs. Et le réseau social qui du coup s'enfonce chaque jour un peu plus dans le pire enfer du Far West numérique, de poser de nouvelles questions à ses utilisateurs et utilisatrices. Alors que les équipes sont en train de se réduire comme peau de chagrin, comment pourra-t-il assurer que les comptes déclassés l'ont été uniquement pour fait de non-respect à la loi et surtout qu'il n'est pas en train de réhabiliter des comptes qui seraient par exemple des gros harceleurs ou qui poseraient des problèmes de sécurité à ses utilisateurs. Un signalement de harcèlement qui n'aurait pas été pénalisé, par exemple, les femmes en savent quelque chose quand elles parcourent les réseaux sociaux, est-il considéré ou sera-t-il considéré par Musk comme une infraction à la loi? Une protestation chinoise, pour ne citer qu'elle, alors qu'on en parlait hier dans cette revue de presse, une protestation chinoise interdite par la loi en Chine, sera-t-elle considérée comme un compte digne d'être réhabilité s'il a été supprimé? Voilà, c'est une série de questions de respect ou de non-respect de loi nationale versus loi américaine qui se reposent du fait de la décision de Musk. Par exemple, on peut se poser la question de savoir est-ce que le respect du RGPD et des règlements de la CNIL entre en ligne de compte. Est-ce que des comptes ont été supprimés notamment pour fait d'incitation à la haine raciale en Europe? Est-ce qu'on peut imaginer que comme les règles ne sont pas les mêmes aux États-Unis, ça n'enfreint pas la loi américaine et ces comptes pourraient être réhabilités. Le sondage de Musk lève finalement plus de questions qu'il n'en résout. Des questions d'ailleurs que se pose également le site Le Petit Digital qui revient sur l'ensemble des éléments éthiques et ou juridiques qui sont posés par la récente décision de Musk. On voit aussi le sondage, vous le voyez à l'écran si vous suivez sur YouTube, avec des chiffres complètement hallucinants. Et le site rappelle que la crédibilité personnelle de Musk est engagée dans ses mouvements actuels autour du réseau social et que donc ça pourrait avoir un impact à long terme. Moi, en tant qu'utilisateur, je me demande quand tu vas, toi, les internets, te poser la question de savoir si tu restes ou si tu t'en vas d'un réseau qui commence à devenir une espèce de zone de non-droit et qui, de fait, n'a plus grand-chose à envier à Trouve Social de notre ami Donald Trump, dont on avait bien ri à l'époque en se disant que c'était le Far West de la droite extrême. Et ben, pas autrement de Twitter dès lors qu'il ne pourrait être plus modéré efficacement. Le monde informatique, lui, fait un intéressant parallèle entre deux destins croisés de deux réseaux sociaux qui ont connu une logique assez similaire et qui sont nés à peu près à la même époque, LinkedIn et Twitter. Ils ont des destins parallèles parce que en 2016, LinkedIn s'est fait racheter par Microsoft pour 26 milliards de dollars, tandis qu'aujourd'hui Twitter vient de se faire racheter par Musk en son nom pour 44 et des brouettes milliards de dollars. Deux fleurons des réseaux sociaux, chacun dans leur branche, et deux destins qui pourraient être comparables puisque la personne derrière leur achat a besoin de rentabiliser rapidement son achat. L'article revient sur ces deux destins parallèles et les deux stratégies qui ont mené non seulement à l'achat du réseau social, et puis des stratégies qui ont mené suite à sa profitabilité. On y constate par exemple que si la stratégie de Microsoft avant achat avait été préalablement mûrie et largement réfléchie, celle de Musk a été le sujet longtemps d'hésitation qu'on a pu suivre quasiment en direct, et jusqu'à la dernière minute, on a pensé que le rachat ne se ferait pas. Est-ce que c'était un mauvais augure? Oui, non, peut-être. Le monde informatique analyse ces éléments. Le site évoque aussi les possibilités de monétisation à court terme bien différentes dans chacun des cas, et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs une partie des atermoiements actuels de Musk, notamment autour des annonceurs type Apple, ou des risques de retrait des stores, des stores applicatifs de Apple et de Android, puisque lui il est assez dépendant de la pub, au moins dans un premier temps. En effet, si Microsoft lui a pu intégrer LinkedIn dans une stratégie de communication dans un environnement professionnel
dans lequel il a pu ensuite facilement placer son environnement de logiciel et d'operating system lié au monde du travail. Tout cela était très cohérent. Musk, lui, n'a pas de possibilité à court terme de jumeler Twitter avec un de ses services existants. Difficile d'imaginer Tesla et Twitter ou SpaceX et Twitter. Et donc il y a des gros enjeux financiers auxquels il doit trouver une réponse rapide pour valoriser Twitter rapidement et imaginer le pivotement actuel vers la all app, l'app à tout faire qu'il imaginait pour que son business devienne plus diversifié, moins dépendant de la pub et donc plus rentable. C'est un article vraiment à lire parce que ce parallèle permet de justement comprendre les enjeux qui sont en cours et puis de savoir aussi que comme on connaît LinkedIn aussi, ça permet de savoir un peu, de se dire ah oui tiens, ça a fonctionné comme ça et voilà pourquoi l'un et l'autre ne peuvent pas être comparés alors que leurs besoins cash à court terme est identique. Vanity Fair justement s'est penché lui sur le concurrent le plus direct en lice si jamais il y avait une fermeture de Twitter ou si le site ou la solution venait à se déliter complètement, à savoir Eugène Rochko, créateur de Mastodon. Dans ce long article assez fouillé, qui est mené sous la forme d'une interview, on y découvre comment le développeur a créé sa solution Mastodon en 2016. À l'époque, il est fan de Twitter et souhaite créer une plateforme qui ne soit pas contrôlée ni par une entreprise, ni par une personnalité unique, parce qu'il pensait déjà à l'époque que la communication en ligne des individus était trop importante pour qu'elle soit tributaire du marché, de géants du web ou de décisions de milliardaires. Bien lui en a pris, puisque c'est justement aujourd'hui pourquoi les gens se tournent vers Mastodon. Au lieu de créer une énième plateforme unifiée à la Instagram, à la Hive, à la Tumblr, il a créé un protocole qui permet à n'importe laquelle des instances Mastodon de communiquer avec les autres instances et de mettre en place cette solution sur des serveurs qui sont propriétaires de gens et donc de permettre à la solution logicielle de vivre indépendamment de son créateur. On voit aussi dans le site de Vanity Fair comment fonctionne Mastodon, c'est bien pour les gens qui n'ont pas encore franchi le pas, et comment surtout se sont déroulées les dernières semaines pour le développeur et sa mini-équipe, payés à coup de tips sur Patreon, et notamment ces dernières semaines, quand l'outil qui grimpait tranquillement en usage et en fonctionnement depuis 2016 s'est mis soudain à devoir gérer des pics entre serveurs de plus de 800 000 nouveaux utilisateurs d'un coup en 2 semaines. Le challenge technique a obligé le développeur sa petite équipe à analyser très rapidement son code, vérifier là où il y avait des congestions et là où des transferts entre serveurs, donc ce qui permet aux gens de communiquer partout dans le monde entre eux, quel que soit le serveur sur lequel ils se trouvent. Ça a obligé à bosser sans relâche, un rythme à la Twitter, comme dirait Elon Musk. Donc long article qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionne Mastodon, quelle est sa philosophie, quelles sont ses limites aussi, ainsi que tout l'univers du fait divers, c'est-à-dire tous les sites et solutions qui tournent selon la même logique, peut-être même, qui sait, l'envie de te donner l'envie d'aller créer un compte sur une des instances de ce réseau social pour sortir progressivement la destinée de Twitter. C'est un conseil que je te donne, mais tu en fais ce que tu veux. Il y a une série d'instances en France, suffisamment. On peut citer PI, qui est une instance assez généraliste, qui est encore ouverte à de nouveaux utilisateurs, mais il y en a d'autres, souvent par thématique, photo, musique, culture. Tu trouveras l'instance qui te convient, ce qui permet dans un premier temps d'avoir un filtre de premiers utilisateurs qui parlent non seulement la même langue que toi, mais aussi qui ont les mêmes topics d'intérêt que les tiens. C'est assez intéressant pour rentrer sur cette nouvelle logique de réseau social. C'est un premier accès qui te sera d'ailleurs fort agréable pour pénétrer dans ce nouvel univers de services qui pour le reste ressemble assez fort à ce que tu connais de Twitter. De mon côté, moi, je continue de rêver à une instance qui serait montée par l'ensemble des médias francophones de services publics. Chaque salarié de l'entreprise pourrait créer un compte, mais aussi toutes les émissions éventuellement, ou tous les titres de presse, ainsi que des expertes, R.E.S, qui seraient certifiés par les 10 médias pour en finir une fois pour toutes de la dépendance de nos services publics avec les caprices d'Elon Musk. Rapidement, cette instance pourrait devenir une sorte de label de qualité de l'information qui est distribuée.
et par les médias et par les gens qui y travaillent, et d'être à la fois surveillé par l'Arcom, mais aussi éventuellement par des ONG liées à la liberté d'expression. Ça pourrait offrir des garanties que tous les comptes qui y communiquent sont bien effectivement qui ils prétendent être. On pourrait vérifier par cooptation. Et comme le système Mastodon est bien fait, on pourrait en plus imaginer que le flux RSS qui sort de chaque compte, puisque c'est du flux RSS, donc des flux XML qui sont utilisables, chacun de ces flux RSS pourrait ensuite aller nourrir, s'il le désire, Twitter, Tumblr ou n'importe quelle autre application qu'on aurait envie d'inventer ensuite, et qui seraient toutes liées à un usage propriétaire des médias qui redeviendrait propriétaire de leur data et indépendant des décisions de milliardaires à l'autre bout du monde. Voilà, fin de mon avis. Le site Ars Technica, lui, justement, s'est penché, mais c'est en anglais, sur les questions de sécurité qui remontent chaque jour, j'en ai tous les jours de mes collègues et amis, quant à une éventuelle migration de leur identité vers Mastodon. C'est sûr, ce machin, t'es sûr qu'on va comprendre? L'article en anglais est le résultat de l'analyse de sécurité de Mastodon par le journaliste qui a mené l'enquête et qui a été interviewé des spécialistes en sécurité pour identifier les pour et les contre de l'outil, la nécessité de bien choisir les serveurs sur lesquels on va créer son compte et les risques comparés entre Twitter et Mastodon, notamment sur le serveur Mastodon qu'on va aller investir. Une des formules de l'article me semble d'ailleurs la formule la plus adaptée pour expliquer ce qu'est Mastodon. Fouetter depuis Mastodon n'est pas plus risqué que de rédiger un article sur un blog WordPress, un des spécialistes en sécurité. Je trouve que c'est une belle image parce que ça permet de rappeler que tous ces comptes dits de microblogging sont surtout des comptes qui permettent une expression comme un mini-article depuis un site, et c'est exactement le principe de Mastodon qui héberge une instance de Mastodon comme on hébergerait un site WordPress sur un serveur, et partant de là, si le site WordPress est bien sécurisé, si les mises à jour d'outils, de plugins, tout ça sont faits à temps et en heure, on a peu de chances de se faire pirater, on a peu de chances aussi d'avoir des brèches de sécurité. Même chose pour Mastodon. Si l'hébergeur et le webmaître du serveur Mastodon mettent bien à jour les versions du site, on peut imaginer que la sécurité soit de mise. Et si tu n'as pas envie de tout lire l'article, moi j'ai pointé les tips qui ont été remontés par Ars Technica pour vérifier quand tu vas aller te connecter, choisir le serveur Mastodon sur lequel tu vas aller installer ton identité, et bien de voir quelques tips sur lesquels tu peux te baser pour vérifier que tu ne te fais pas carnat. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire pour vérifier ça? Tu peux protéger, la première chose, ton compte à l'aide d'un mot de passe long, unique et géré de manière aléatoire. Il y a plein de services qui te permettent de générer un mot de passe unique et de ne pas réutiliser le mot de passe de ta banque pour t'y connecter. Tu vas activer l'authentification à 2 facteurs qui est proposée de base et nativement par Mastodon sur chacun de ses serveurs, en utilisant de préférence une clé de sécurité plutôt qu'une application d'authentification qui serait proposée par le serveur. Tu vas envisager éventuellement pour le mail que tu vas relier à ton compte Mastodon de vérifier que personne ne peut accéder à ce compte mail facilement et que ce ne soit pas le même code d'accès. Tu vas envisager de ne rien mettre de confidentiel, tout ce qui est sur les réseaux sociaux est par définition public et en tout cas potentiellement lisible par le propriétaire du serveur, que ce soit le propriétaire de l'instance Mastodon ou Elon Musk si tu es chez Twitter, donc c'est exactement la même chose. Lorsque tu vas décider de rejoindre une instance, tu peux t'assurer, ça c'est facile à faire, qu'elle n'utilise pas une version obsolète du code de Mastodon. Ça c'est comme tu ferais pour un serveur WordPress ou pour un site WordPress, tu vas vérifier la version du WordPress en bas, tu vas faire la même chose avec Mastodon, tu vas vérifier si c'est une toute vieille version qui risque donc d'être piratée et qui dit beaucoup de comment le propriétaire du serveur traite la mise à jour du code, oui ou non, et c'est facile à voir. Je te mets un lien dans l'article, tu verras, qui te permet d'aller vérifier quelles sont les versions. Ce sont toutes des choses qui sont des logiques habituelles du web, en fait. Tout le monde devrait faire ça à chaque fois qu'on va sur un site, tout le monde ne le fait pas, mais ce sont des manières de vérifier que la sécurité est à jour. Bien sûr, tu vas essayer d'aller voir sur qui est le propriétaire du serveur chez qui tu vas. J'imagine que tu n'as pas envie d'aller mettre ta boîte aux lettres chez quelqu'un qui n'épouse pas les mêmes idées politiques, philosophiques, religieuses ou autres que toi, et que donc tu feras attention chez qui tu vas poser ton identité.
Et donc un petit outil qui te permet d'aller vérifier que l'auteur prétendu d'un article qui se ferait passer pour l'auteur d'un article sur Mastodon en disant je suis rédacteur régulier pour cette revue ou pour ce magazine, et bien si la revue ou le magazine a généré un système de vérification qui est standard par Mastodon, et bien tu pourras le voir parce qu'il y a une coche verte sur le profil Mastodon qui certifie que la personne dont tu parles ou qui te parle est en train d'être effectivement l'auteur de l'article qu'il prétend avoir écrit. Quoi d'autre? On peut continuer en disant que évidemment tu vas aller lire les politiques de confidentialité des instances, mais enfin ce sont des logiques, on dit tous qu'on le fait pas toujours, mais on devrait. Et donc les personnes qui suivent ces directives ne sont pas plus susceptibles, ça c'est ce qui est important à retenir, ne sont pas plus susceptibles de prendre des risques que si elles continuaient d'utiliser Twitter, surtout sous la direction de Musk. On a appris aujourd'hui par exemple qu'il ne lui restait plus qu'une personne dédiée à la mise en place de règles concernant la protection de l'enfance notamment. Maintenant que tu sais tout ça, je ne te conseille qu'une chose, c'est de te lancer et d'inverser ton flux de production de contenu sur les réseaux sociaux en disant je pars de Mastodon et je vais aller peut-être automatiquement nourrir Twitter jusqu'à ce que Twitter se casse la gueule ou qu'il mette en place des nouvelles règles qui me permettent moi, consommateur, de m'y retrouver. Et on va finir l'actualité du jour un peu plus longue que d'habitude avec 3 nouvelles en bref. La première, c'est une adaptation de elle est là. Une adaptation de PowerPoint en format 16:9 habituel. C'est le format 16:9, le format papier et présentation écran, inversé en format 9:16, ce qui permet du coup depuis PowerPoint de faire des présentations adaptées ou dédiées au mobile ou lisibles depuis un mobile. C'est une information à lire chez comment ça marche. Le deuxième information vient de Swello qui est un analyste de performance des réseaux sociaux. La solution, en plus de vanter son produit, nous explique quelques tips pour vérifier les bonnes métriques ou quelques métriques de bonne performance de son compte Instagram. Par exemple, le nombre de posts publiés, le nombre de partages, le nombre de j'aime que génère un compte, le nombre de commentaires, le nombre d'enregistrements des contenus qui ont été faits par des utilisateurs, le nombre d'impressions, le nombre de consultations de profils depuis un post, l'évolution du nombre d'abonnés, et enfin la dernière info, elle nous vient d'un développeur allemand, un petit tips intéressant pointé par le TechCrunch en anglais, qui a créé un outil qui s'appelle Move2Don. La plus grosse question qu'on a aujourd'hui sur Mastodon, ce sont des gens qui arrivent et qui disent mince, je ne retrouve pas mes potes. Et bien le principe du petit logiciel qu'a développé, je crois que c'est un développeur allemand si je me rappelle bien, c'est de faire exactement comme fonctionnaient des bots avant sur Twitter qui permettaient de relier un service à Twitter. Et bien il a fait la même chose, sauf que d'un côté il va chercher, alors je vais lancer la vidéo, c'est pas de son, d'un côté on va se connecter à son compte Twitter qui va prendre la liste de ses following, donc les gens qu'on suit, et de l'autre côté va aller sur le compte, sur l'instance Mastodon, mais aussi sur le serveur, sur les serveurs internationaux pour vérifier si ces gens-là ont déjà une existence sur ce réseau social. Va matcher les deux et va permettre du coup depuis son nouveau compte Mastodon de suivre les gens qu'on suivait avant sur Twitter qui ont déjà migré vers ce nouvel outil. Ça s'appelle Move2Don et d'après TechCrunch qui a testé l'outil, il n'y aurait pas de gros risques de sécurité. Ça va devenir une logique habituelle maintenant sur les réseaux sociaux, je pense. On va vérifier avant de lancer, on va vérifier qu'on n'est pas en train de se faire arnaquer et ou qu'on n'est pas en train de se faire voler des données. Voilà, c'est en tout cas ce que moi je voulais te dire pour cette journée, et on va se retrouver donc, si tout va bien, demain. Je te souhaite de te porter bien les internets. Si tu as aimé ce que tu as entendu, malgré la longueur, si tu reviens nous voir régulièrement, soit ici dans le podcast ou dans la vidéo YouTube ou sur notre site écranmobile.fr qui continue tous les jours de pointer de l'actualité. Si tu es plutôt amateur de veille, eh bien tu reviens voir mon compte Twitter, il existe encore mais il est nourri en partie par le compte Mastodon d'Écran Mobile. On peut faire ça, on peut faire des automatismes et ça marche très bien. Là je pointe toute l'actualité que tech et mobile, parfois médias aussi, qui me revient de ma veille quotidienne. Si tu aimes ce que tu entends, tu vas le chercher en podcast sur ta plateforme de podcast préférée en cherchant l'effarouchement des étourneaux. Si tu aimes ce que tu entends et que tu veux le voir, tu vas voir sur YouTube, Écran Mobile FR, la chaîne YouTube. Si jamais l'idée te traversait de soutenir notre initiative en venant partager des infos, en venant les commenter, en venant
porter d'autres analyses que celles que moi je peux faire parfois à l'emporte-pièce, eh bien, tu n'hésites pas, tu rejoins l'instance Discord, le serveur Discord, dans lequel parfois on discute, parfois on communique, parfois on s'échange des liens, parfois on peut les commenter. Mon ambition est de créer une communauté un peu vivante de gens qui partagent des bons plans, des tips, aussi bien en mobile et en techno que en journalisme et médias numériques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu lâches des pouces, tu envoies des likes et du love partout où c'est légal de le faire. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à demain les internets. C'était Denis Verloès pour le site Écran Mobile.